On a découvert les sous-sols parisiens à la fin des années 70, dans le cadre d'une affaire judiciaire qui était une affaire de vol de câbles téléphoniques. À l'époque, j'étais inspecteur principal. J'avais un collègue avec moi qui était lui aussi inspecteur divisionnaire, qui lui était passionné de spéléologie. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert que ces câbles téléphoniques qui circulaient dans les égouts, pour nous, ils allaient aussi ailleurs. Et qu'est-ce que c'était que ces galeries curieuses, en dessous les égouts, dans de la terre, dans de la pierre. Donc on s'est renseigné et on nous a dit, c'est les carrières souterraines. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient engendrés par ces carrières, puisque lorsqu'on s'est présenté à l'inspection générale des carrières, ils nous ont dit « Ah, il y a ci, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. » Donc, on avait l'attitude de faire un peu ce qu'on voulait en police judiciaire. On a donc décidé de s'intéresser à ce phénomène. On a commencé à investiguer et à investir les sous-sols de Paris. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une surface assez importante, conséquente, qui était surveillée par personne. Jusqu'alors, ça n'avait que peu d'intérêt. Mais le problème, c'est qu'il y a eu à la télévision un reportage. Un reportage montrant ces fameuses carrières souterraines et faisant réaliser aux jeunes Parisiens qu'ils avaient en dessous de leurs pieds un terrain d'aventure extraordinaire. Et là, ça a été l'embellie. On a eu des tas de problèmes, on a eu des accidents, on a eu des gens qui se sont perdus. Et donc, il a fallu s'en occuper. S'en occuper, c'était simple. Ou bien on voyait ça sous l'aspect essentiellement répressif, sans de police. Finalement, on descendait là-dessous, on interpellait les gens qui circulaient, on leur dressait procès-verbal de contravention et on les sortait manu militari. C'était pas le genre de la maison. On voulait savoir ce que ces gens venaient y faire, qui ils étaient, pourquoi ils descendaient, chercher les motivations. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a choisi, avec la bénédiction du préfet d'ailleurs. Et donc, on a appris à connaître ces gens qui descendaient sous terre, qui se faisaient appeler cataphiles. Donc ils ont nommé pour la petite histoire cataflique, cataphile, cataflique, on était fait l'un pour l'autre. Descendait une population absolument incroyable là-dessous. Ça allait du curé à l'avocat, il y avait toutes les couches de la population. Par contre, on avait une prééminence du milieu étudiant et assez rapidement, on a eu une bonne connaissance à la fois du réseau de ces fameuses carrières, mais en même temps des gens qui y descendaient. Et les rapports que nous avions avec ces gens-là étaient des rapports ambigus. C'était pas des rapports, je vais être trivial, du flic avec le contrevenant. Non, il y avait autre chose. Il y avait un espèce de ciment qui nous unissait. Je me rappelle de ma première descente, c'était sous la rue Pinel, dans le 13e arrondissement. Donc j'ai découvert ça, j'ai dit bon sang, il y a ça sous Paris, et je ne le savais pas. Ce que vous ressentez quand vous descendez dans ce milieu-là, c'est tout d'abord une grande paix. Vous êtes confronté journellement à des meurtres, à des viols, à des trucs abominables qui vous donnent envie de vomir. Et d'un seul coup, vous descendez là-dessous, c'est le silence. Vous n'êtes pas embêté par pas un pont, l'ambulance, un truc, c'est le silence. Je vous dis, c'est un endroit fantastique où quand vous vous reposez, vous mettez le long du mur, vous entendez battre votre cœur. C'est pas courant quand même. Moi, je sais que ça me lavait la tête. Ça me lavait la tête, ça me rinçait la tête. Les dangers dans ces fameuses carrières étaient de plusieurs ordres. Il y avait des risques sanitaires, certains, parce que la fréquentation clandestine a laissé des ordures à l'intérieur. Et les ordures ont amené des rats. Les rats ont la fâcheuse habitude d'être porteurs d'une maladie qui s'appelle la leptospirose. Donc lorsqu'on tombait sur des jeunes à l'intérieur, on leur disait « faites attention, il y a des risques sanitaires, vous pouvez attraper une maladie quelconque, vous risquez de vous blesser ». Il y a eu un jeune homme qui était polytechnicien, qui avait réussi son concours. Il avait fêté la fête dans les catacombes et il a fait une très très mauvaise chute dans un puits de service.
il s'est rompu la colonne vertébrale, etc. Et lorsqu'on a montré à la télévision, je crois que c'était le bicentenaire de l'école polytechnique, on voit un polytechnicien en fauteuil, c'est lui. Il a quand même réussi à faire polytechnique, mais malheureusement... Et puis on risque de s'y faire agresser aussi, parce qu'il y avait des gens qui descendaient là-dedans avec des motivations qui n'étaient pas franchement sympathiques. Et on a eu des gens qui se sont perdus dans les carrières. Alors ça va de quelques heures à beaucoup plus. Alors, assez rapidement, on a mis en place une espèce de méthodologie pour pouvoir fouiller ces carrières. Donc dans ce recueil, je dispose des accès de carrière, que ce soit des puits de service sans échelon, des puits de service à échelon ou des escaliers. Ça nous permettait d'avoir une banque de données susceptible de nous aider, de nous guider quand on avait besoin d'intervenir dans un endroit. Il faut combien de personnes? Ben, c'est variable. C'est variable. Si on déclenche un plan, comment dirais-je, minima, ça nécessite 78 personnes. Alors, j'étais tellement aimé des cataphiles que lorsque je suis parti en retraite, il y a tout un groupe de cataphiles qui a décidé de faire une fête à l'intérieur. On la regardait bien sûr avec un œil bienveillant. J'étais convié avec quelques collègues et le thème c'était poulet aux amandes et poulet... pas poulet au vinaigre, mais enfin un truc... Donc c'était marrant, on s'est pointé effectivement à l'heure dite. Et là on est arrivé dans cette immense carrière qu'il y a dans le 15e arrondissement où il y avait un certain nombre de personnes, je pense au moins 150 ou 200 qui étaient là. Ben, on a cassé une petite croûte, on a discuté, on a bu un coup. Et puis bah, c'était la fin de ma carrière, quoi. Et ça a été sympa. Ma dernière descente dans les catacombes, ça a été le catapoulet. Et je m'étais fait le serment de ne plus redescendre. Puis je me vois mal me faire contrôler par la police à l'intérieur. Ah, ridicule, ridicule, ridicule. Maintenant, mes passions me dirigent plus vers la mer. Je suis descendu dans les carrières sous Paris en 1981. Pour ma première descente, on n'avait aucun plan et à cette époque, je dessinais au stylo bille le chemin qu'on parcourait. Il n'existait pas de plan disponible. On avait décidé aussi pour nous retrouver de mettre des traces sur les murs à chaque intersection, mais comme on ne voulait pas salir, on avait pris une craie couleur mûre. Et on n'a jamais retrouvé nos marques. Heureusement que j'avais le dessin pour ressortir. Et j'ai été contaminé pour longtemps. Alors, je m'appelle Philippe, mais dans les carrières, les cataphiles m'appellent plongeur. Tout simplement parce que j'ai commencé à plonger sous terre dans les carrières sous Paris pour aller explorer des départs de galeries noyées qui étaient marqués nulle part, qui n'étaient pas connus et que j'ai topographié à cette occasion. J'ai commencé la plongée souterraine en 1987 et dès 1987, j'étais dans le 13e pour descendre dans un puits et découvrir une galerie totalement noyée. Quand on est sous terre, en plongée, il ne doit rien nous arriver. Ou du moins, s'il nous arrive quelque chose, il faut qu'on soit capable immédiatement et seul de tout régler. Donc plusieurs bouteilles, plusieurs détendeurs, comme un avion, hein, tout est doublé, triplé, pour qu'on puisse à tout moment régler les problèmes. La sortie sera toujours là où on est rentré. On ne pourra pas interrompre la plongée à un autre endroit. Donc il faudra au moins passer plus de temps pour ressortir que pour venir, parce que l'eau sera moins claire. Et donc il nous faut absolument, absolument avoir beaucoup plus d'air pour sortir que pour rentrer, pour assurer la sécurité en cas de panne, en cas de perte, en cas de souci.
Ce qui m'a donné envie d'aller sous Paris et de plonger sous Paris, c'est ce qui conduit ma vie depuis plus de 40 ans, l'exploration, la découverte. Savoir ce qu'il y a ailleurs, plus loin, devant. Il y avait un puits, de l'eau, et je voyais un départ de galerie. Je ne peux pas rester sans aller voir ce qu'il y a. Je compare la plongée souterraine aux géographes qui allaient explorer le monde au XVe, XVIe siècle. C'est aller voir ce qu'il y a ailleurs et surtout ramener à tous cette connaissance, le partage. Une des particularités qu'on aura en plongée souterraine est de laisser derrière nous un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane est celui qui va nous permettre, avec certitude, de retrouver la sortie. Il a plein d'autres rôles. Le fil d'Ariane, il va nous permettre aussi de topographier. On profite de la distance qui est marquée sur le fil d'Ariane pour pouvoir faire la carte de la grotte. Sans fil d'Ariane, on ne peut pas parler de plongée souterraine. Il n'est pas possible d'aller sous terre, d'explorer sans rapporter une topographie. Donc il n'y a pas un seul endroit où je sois allé que je n'ai pas cartographié. Les galeries sous Paris, j'ai donné à l'Inspection générale des carrières les plans. Ils n'ont pas été reportés sur les cartes. Par contre, ils ont été publiés par Gilles Thomas dans son atlas des carrières souterraines. Quand je suis dans différentes villes, je donne toujours mes plans gratuitement aux autorités qui vont les utiliser ou pas. Très souvent, ça va permettre d'apporter de l'eau douce ou de protéger des sources d'eau douce pour les habitants. J'ai découvert à peu près 400 mètres de galeries et de pièces noyées. Alors, les galeries que j'ai découvertes n'ont pas été visitées depuis qu'elles ont été creusées. Donc, c'est des choses qui remontent à 3 siècles. Alors, on a malheureusement des endroits qui se noient aujourd'hui et qui sont tout à fait visibles sur les plans. L'Atlantide, près de l'avenue du Général Leclerc. Et aujourd'hui, c'est encore pire puisque ces parties noyées n'existent plus. Elles ont été complètement injectées par un immeuble, un cinéma. Et pour assurer les fondations, ils ont injecté sous terre, sans le dire, et personne ne s'en est aperçu parce que c'était sous l'eau. Et maintenant, sous 5 cm d'eau, on trouve du béton, alors qu'il y avait des galeries où on pouvait plonger et voir les traces du passé. Sous Paris, c'est avant tout l'aspect historique qui est prépondérant pour moi. On est sous le plan de la ville avant le baron Haussmann. On est immergé dans la mémoire de la cité. On est dans des consolidations qui datent des rois de France, puis ensuite des ingénieurs. Ça permet de découvrir la ville sous un autre plan, de découvrir que des parties qui ont été construites, on sait d'où vient la pierre, de pouvoir relier tout ensemble. Ça donne un sens plus complet à l'endroit où on vit. Et puis clairement, Paris, qui est la plus belle ville au monde, elle n'est pas là pour rien. Paris est Paris car à la base, il y avait l'argile, il y avait le sable, il y avait le calcaire qui a permis dès le départ de faire une ville immortelle, une ville qui n'a pas brûlé. C'est la seule capitale qui n'a jamais brûlé au monde. C'était un milieu qui était hors du temps et hors des conventions. Ce qu'étaient les gens sous terre ne comptait pas. On n'était pas quelqu'un, on était un cataphile. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins avec Instagram. La vie extérieure est venue sous terre. Donc le monde des carrières a changé. Les personnes qu'on y rencontre ont beaucoup changé. Heureusement, on rencontre encore des personnes fascinantes, passionnantes, qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs. Le milieu des carrières sous Paris, c'est un milieu autogéré, donc on nettoie. Les cataclines, c'était des opérations qu'on fait de temps en temps pour nettoyer massivement le réseau, mais la communication sur le fait qu'on nettoie fait qu'aujourd'hui on a des visiteurs qui laissent leur saleté pour qu'on puisse les nettoyer. Donc la règle de base, c'est toujours ramener un peu plus
de poubelle que ce qu'on a apporté avec soi. Et ainsi, le réseau, eh ben, il reste à peu près propre, parce que ça compense ceux qui ne font rien. On est dans un milieu naturel qui permet d'avoir une vraie différence par rapport à une ville qui va de plus en plus vite. Les Cayas sous Paris, c'est un rythme lent. C'est un peu une bulle de nature dans un milieu de béton. Je cherchais sur Internet des inspirations où je puisse mélanger tout un tas d'endroits très différents. Et puis je suis tombé sur un jeu de rôle, La Élite. J'ai parcouru très rapidement une page qui décrivait grossièrement la cité. Et je me suis dit, ben voilà, c'est La Élite. Je vais faire La Élite. Et j'ai apprécié La Élite parce qu'en réalité, c'est une ville où tout peut se faire. Elle peut exister n'importe où. Elle mélange des dieux, des religions, des origines, de personnages extrêmement variés. Et en fait, dans les katas, on a ça, une variété de personnes, d'obédience, de visions de la vie extrêmement différentes. Donc j'ai fait mal à Élite, et ce qui comptait dans La Élite, c'était avant tout le port, d'avoir ce phare qui éclaire et qui attire les gens. Et je tenais absolument à ce que ça soit la Pointe Saint-Mathieu, à côté de Brest, un endroit auquel je tenais, avec l'abbaye Saint-Mathieu. C'est donc véritablement l'origine de la ville. Après, autour de cette cité sacrée, la terrasse du temple, j'ai construit le marché couvert, j'ai construit la chaussée du lac, le temple des dragons, le grand escalier. En fait, j'ai pas fait La Élite, c'est La Élite qui m'a fait. Moi, je venais pour construire 2-3 petites choses, et puis j'étais pas satisfait, je revenais, et j'avais toujours La Élite qui me demandait de construire une pièce de plus, un morceau de plus. Et à chaque fois que quelqu'un est venu casser La Élite, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction en 10 ans, et bien à chaque fois, je reconstruisais la partie abîmée et j'agrandissais la cité. On a l'impression que la cité, elle veut toujours grandir. Chaque bataille la rend plus forte et elle avance. Le jour où je suis arrivé, on a tout ça qui était par terre. Le phare était balancé sur la ville. Je l'ai refait une première fois et je suis revenu et c'était à nouveau cassé. Je les ai reconstruits en mortier. Il n'est pas question que les barbares gagnent, donc chaque fois qu'on les a repoussés, tout ça est devenu beaucoup plus solide. Alors comme la cité est au bord de l'eau et qu'il y a beaucoup de visiteurs, ils mettent de l'eau. Et j'ai creusé des égouts, il y a des trous un peu partout pour que tout s'assèche très rapidement et que la cité ne soit pas abîmée. Les pèlerins qui ont achevé la traversée vont être souvent malades et dans le lazaret, l'hôpital, ils vont pouvoir être soignés, en particulier avec cette source. Ça, c'est une source sacrée et simplement le fait de s'y baigner permet d'être guéri. Et on voit d'ailleurs que l'eau, elle est parfaitement pure, claire, alors que tout autour dans la ville, l'eau est boueuse. La Élite, c'est une grande cité portuaire sur le lac d'Altalit. Les pèlerins arrivent de la chaussée du lac et vont pouvoir monter dans l'enceinte du temple et ils vont monter tranquillement, sereinement, les 82 marches et les 7 portes qui leur font franchir des états spirituels qui les amènent jusqu'au temple du dieu des 4 éléments qui domine la ville et qui les accueille. C'est la pyramide du bord du grand lac d'Altalit qui est dirigée avec les axes nord-sud, est-ouest, parfaitement orienté. C'est 365 marches, 364 exactement, plus la grande plateforme qui fait la 365e marche, pour avoir des chiffres sacrés. On a les 7 étages.
Alors cette pyramide, c'est Chichén Itzá, au Yucatan. Le Yucatan, c'est une région du monde où je fais des explorations en plongée souterraine depuis à peu près 15 ans. J'ai exploré 40 km de galeries noyées. Ce monde où je connais les sorciers noirs et les sorciers blancs, donc magie blanche, magie noire, Maya. On a beaucoup discuté avec eux avant la fin du monde Maya et je voulais avoir un petit écho sous Paris de cet ensemble qui me parlait. Alors, ce lieu au départ, c'était juste une illustration. Et puis peu à peu, c'est devenu beaucoup plus important. C'est devenu un endroit où j'aime bien aller. J'ai travaillé des centaines et des centaines d'heures dedans. Alors c'est un endroit qui est inspiré d'endroits où j'ai vécu, que j'ai visité. Mais il y a aussi un lieu qui est une maison de retraite où mes parents ont terminé leur vie. Et par exemple, en 2017, pour le décès de ma mère, je suis venu mettre des bougies. Et en fait, des catéphiles ont laissé allumer pendant plus d'un mois des lumières pour le décès de maman. Donc c'est un peu maintenant un hôtel familial. Et c'est quelque chose qui est bien d'avoir une communauté qui, en fait, a envie aussi de partager quelque chose. Notre groupe, les OVE, écoute, nous on descend depuis fin des années 80. Au début, notre team c'était pas les OVE d'ailleurs, c'était les Mangeurs de Pierre, on était 5 amis. À force de descendre, on a rencontré d'autres gens, et puis on a commencé à s'amuser avec des fumigènes pour plusieurs raisons. La première, c'était que s'il y avait la police, on pouvait jeter des fumigènes et comme leurs règles de sécurité ne leur autorisaient pas à passer dans les fumigènes, ça nous permettait de nous sauver. Et puis après, c'est devenu un jeu, on commençait à enfumer des amis, ça nous a servi aussi à enfumer des gens qui descendaient, qu'on n'avait pas trop envie qu'ils descendent. Dans notre équipe, il y avait Flagada, un pote à nous, qui avait entre autres ramené la formule magique du fumis-maison. Et il est décédé malheureusement il y a quelques années. Et comme à l'époque, quand on était jeune, on se retrouvait souvent à cet endroit-là, on a décidé de faire une salle en son hommage ici. On était les seuls à mettre des fumigènes à l'époque. Et donc on a trouvé le nom de OVE, on vous enfume. Et c'est parti comme ça. Et il faut dire que ça nous a permis de nous protéger de gens agressifs au départ, sans violence. On peut tomber sur des skins. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur des skins. Des mecs avec drapeau bleu, blanc, rouge. Des colosses comme ça, pliés en deux dans la galerie. Tu mènes pas large. Il y avait plusieurs équipes d'anciens quand on a commencé, nous, dont une grosse équipe où ils sont toujours au moins royalistes, en tout cas d'extrême droite, pour pas dire plus. Et donc nous, jeunes de 17-18 ans, je faisais 25 kilos tout habillé. Oui, le fumigène a été une des premières façons de se protéger de ce genre de gens, quoi. Et puis après, plusieurs personnes se sont rattachées à ce groupe, des gens qui faisaient partie d'autres équipes. Les mecs aimaient bien les fumis. Les mecs aimaient bien les fumis, qui aimaient bien en jeter avec nous. Des gens de la WAF, des amis, un groupe qui s'appelait les We Are Fantastic, d'autres gens, Flagada, etc., Zorglub, Smoker, Kister, etc. Donc des gens de différents groupes se sont regroupés dans ce groupe OVE et on est devenu une grande bande d'amis. Et puis 30 ans après, le groupe existe toujours. On en fume moins, mais le nom est resté. La machine à fumer! C'était une fête qu'on organisait pour nos 30 ans de carrière. Et c'était au Cellier, dans le sud du réseau. Ouais, OVE style. Po, 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 po.
vous enfume, on efface toutes les galeries derrière nous, on redessine les murs en chantant comme des fous, en se demandant bien si on vous stresse ou on vous emmerde. Au niveau du graffiti, le groupe le plus important des katas, c'est les FC, les Fraudes Connards. Ils s'appellent comme ça parce qu'un jour, plusieurs graffeurs se sont associés pour repeindre les murs d'une petite salle carrée. Ils ont repeint tous les murs en champs de cannabis. Et ça n'a pas plu à certains qui sont venus et qui ont tout frotté. Les règles non dites, mais que les gens respectent, c'est de ne pas taguer sur les plaques de rue. C'est là où il y a des frontailles immaculées, de ne pas taguer dessus pour que ça reste comme ça. Bon, il faut être honnête, hein, y a des exceptions, quoi. Il y a des fois où on a fait n'importe quoi, ça arrive. Donc là, en fait, c'est tout le long du frontail, il y a plein de signatures et des dessins. Et là, en l'occurrence, on voit un soldat prussien et un soldat, on suppose, chrétien avec sa croix. Et ça daterait, a priori, de la guerre avec la Prusse en 1870. Et pour protéger, on a fait une hague, le mur qu'il y a devant, pour que les gens s'en approchent pas, et ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. La première descente, on m'avait dit que j'allais dans une fête dans une cave. Donc moi j'étais bien habillé, etc. Et les caves se sont retrouvées les catacombes. Ce monsieur nous attendait, donc c'est Ox qui m'a descendu pour la première fois. Au lieu de faire une fête, j'ai marché des heures dans l'eau, etc. J'ai découvert les catacombes. Moi j'étais à fond dans le jeu de rôle à l'époque et j'ai trouvé un grand univers de jeu de rôle, quoi. J'étais dans un jeu de rôle grandeur nature. En plus j'étais un fanat de sorcellerie, j'aimais bien regarder les livres de sorcellerie, etc. D'où mon pseudo d'ailleurs, parce que quand j'ai appris qu'il y avait des pseudonymes dans les katas, j'ai dit bon il doit y avoir un sorcier dans les catacombes, ils m'ont dit non, j'ai fait ok je prends. Et quand je suis ressorti, j'ai dit tu pourras me ramener, il m'a dit ok mais si tu reviens demain. J'ai fait le mur et le lendemain j'étais là, j'avais fait 3 heures de train, j'étais à l'entrée des katas. Moi j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans, ouais. Et après, ça m'a jamais lâché. C'est devenu une passion. C'est fascinant parce que y a le secret, il y a l'histoire, il y a le fait d'être libre. Tranquille. C'est un mot que vous retrouverez chez beaucoup de cataphiles, la liberté. Il n'y a plus de téléphone. Quelques règles de base qui sont encore assez respectées, mais qui l'étaient beaucoup plus dans les années 90. Il y avait un principe de on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, on ne donne jamais nos vrais noms, on ne dit pas ce qu'on fait dans la vie. Ce qui était pour une égalité sociale, et puis pour éviter les problèmes, parce que dès qu'on parle de politique, de religion, en fait on n'était pas là pour ça, personne n'était là pour ça, donc on avait tous décidé qu'on ne parlerait pas de ça. Et effectivement, de ce fait, il y a des gens que moi je vois depuis 20 ans, 30 ans, j'ai jamais su leur nom, j'ai jamais su ce qu'ils faisaient dans la vie, et on s'en fiche complètement. Et quand on se voit, on fait ça, tu vas bien, on se connaît depuis des années, on boit une bière ensemble, on discute, et en fait, jamais nous vient à l'esprit de demander, au fait, tu fais quoi dans la vie ? Aujourd'hui, je vais laisser quelques tracts. Donc les tracts, c'est une tradition dans les katas depuis des dizaines d'années. Donc au début, c'était un petit peu pour annoncer les fêtes. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, pas d'ordinateur, etc. Donc si tu voulais avoir des infos dans les katas, il fallait laisser des tracts pour en donner et puis trouver des tracts pour en recevoir, quoi. Donc ça peut être des dessins, des insultes, des infos, des délires, des photos, enfin tout ce que tu veux. Là aujourd'hui je vais laisser celui-là. Donc c'est plus un peu une signature de passage pour faire un petit coucou aux amis.
Et puis c'est une trace un peu de notre passage. Hein, donc là, je vais en laisser un petit peu partout pendant notre balade, les cacher dans les failles, dans les trucs. Et puis voilà, n'importe qui le trouvera, dira tiens c'est quoi, c'est qui est passé, voilà. Donc par exemple celui-là, je sais pas, je vais le laisser, tu vois, derrière là, hop, voilà. Ouais, celui-là, il va être difficile à retrouver le track. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, on nous emmène dans les galeries inférieures. En fait, on est à un endroit où il y a plusieurs niveaux. C'est un des seuls dans les catacombes. C'est ça. C'est le dernier ouvert, celui-là. Ouais. Je retire les pierres qui cachent la chatière et qu'on remettra après. Ça mène dans un ossuaire. Quand ils ont vidé les cimetières parisiens à la fin du XVIIIe siècle, ils ont jeté par des puits les ossements et donc il y a des endroits où il y a les ossements en vrac dans des galeries. C'est pour ça qu'on met des pierres devant, c'est pour éviter que ça soit trop visible. C'est pas un lieu pour faire la fête. Et je pense que je serai cataphile toute ma vie. Donc après, c'est notre vie à l'extérieur, bien entendu. On n'a pas la même vie à 50 ans qu'à 18, hein, ou à 17. Voilà, c'est évident. Donc les enfants, les trucs, la vie professionnelle, et puis la santé. Hein, moi, avant, je faisais des allers-retours du réseau. Je marchais toute la nuit, ou je courais toute la nuit. Bon, maintenant, je peux plus trop le faire. Donc. Pareil, je pense que les katas, j'arrêterai quand je pourrai plus y aller, quoi. Quelle que soit la raison, la santé ou la distance, mais ça fait partie de ma vie. Et d'ailleurs, quand j'ai habité en province, j'ai trouvé des carrières et j'ai engrené tout le monde. Eh bien, bienvenue dans les carrières et vides du 13e arrondissement. Je vous emmène à la découverte d'une population spécifique que l'on va découvrir ensemble. Je vous emmène dans un cul-de-sac qui ne paye pas de mine et pourtant il est bien particulier et il abrite une population très particulière que je vais vous présenter. Nous avons découvert cette population de Zonitoides arboreus, pour son petit nom, avec ma collègue Kafka, il y a à peu près un an et 3 mois, un jeudi de l'Ascension.
Nous étions ici pour des investigations biospéléologiques. Et en faisant cette station, hein, ce qu'on appelle station, c'est un endroit où on va rechercher des bestioles, eh bien on a commencé à trouver ces escargots et on a trouvé cette chouette découverte. Alors, ce sont des petits escargots, on ne les voit pas au premier abord. Et la première question a été, mais d'où viennent ces escargots? Et pourquoi? Car ces escargots correspondent à une espèce qui est originaire des États-Unis et qui en France n'est présente que dans quelques petites localités. On peut donc supposer que le bois provient des États-Unis, a été utilisé ici pour le coffrage du barrage de cette galerie, et que, eh bien, sur des troncs, sur des morceaux de planches, il y a des petites espèces d'escargots qui ont voyagé depuis les États-Unis. Elles sont arrivées ici, elles ont trouvé les conditions environnementales favorables pour se développer, et du coup, eh bien, il y a une très belle population. Je m'appelle Quentin, je suis actuellement en doctorat, je suis naturaliste et dans le cadre de ma thèse, je suis spécialiste des escargots. Et sous terre, on m'appelle Géo trouve tout. Après mes premières descentes, j'ai rencontré une collègue et camarade, Kafka, qui m'a initié à une discipline qu'on appelle la biospéléologie et qui a pour objectif d'étudier l'ensemble des organismes cavernicoles. Et avec Kafka, j'ai pu développer des recherches pour inventorier les différents organismes de la biodiversité souterraine. Alors, en carrière, on a surtout des invertébrés. Parmi les vertébrés, ça va y avoir quelques mammifères, hein, les rats, les chauves-souris, ou des amphibiens, comme les salamandres ou les tritons. Sinon, on va avoir donc des myriapodes, les millipades, des arachnides, les araignées, les groupes affiliés, les acariens, hein, ça sont des arachnides. On peut avoir également des colamboles. Les colamboles qui sont des insectes minuscules qui vivent dans les sols. On a également des crustacés. Derrière les crustacés, je parle de ce qu'on appelle les isopodes, les cloportes, mais également des crustacés aquatiques, donc des petites crevettes qui vivent dans l'eau. Il y a également plein d'autres organismes. On est allé en 2019 présenter un poster à un congrès d'escargologie au Muséum de Londres. Donc c'était les premières données, nos premiers résultats. Ça a été reconnu, on a eu entre guillemets un relatif succès parce que quand on est arrivé à Londres avec ça, on était les Frenchy guys sur les catacombes. Donc on jouait un peu sur l'inédit, hein, mais on surfait sur ça. Il faut aussi bien considérer que c'est de la science underground, au sens propre comme au sens figuré, ce qui fait qu'il y a la difficulté d'accès. Et c'est des données qui ont été collectées en dehors de la loi. Mais nous considérons que c'est plus important de collecter des données pour la science et que pour la connaissance du patrimoine biologique souterrain. Donc on la collecte quand même. Je me rappelle de ma première descente. Je descendais avec un camarade de l'université qui était descendu 2 fois et qui devait retrouver un ami à lui dans la zone dans laquelle on devait descendre et qui ne l'a pas retrouvé. Donc on s'est retrouvés en plan, en surface. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu des traces de pas avec de la boue qu'on a suivies et qui disparaissaient sous une plaque. Et on est descendu comme ça toute la nuit. En fait, ça a été un déclic dans la mesure où je me suis vraiment demandé pourquoi je n'avais pas découvert cet environnement singulier auparavant. Et ça m'a donné envie de redescendre, ce que j'ai fait dans les semaines qui ont suivi.
qui est assez fascinant et très intéressant sous terre, c'est que les perceptions sensorielles sont très différentes. Le bruit est beaucoup plus faible si on ne l'amène pas avec nous. Les odeurs sont très différentes et surtout, il y a peu de lumière. Ce qui fait que dans un espace urbain tel que la ville de Paris, où les stimulations sont journalières, sont extrêmement fortes, il y a un apaisement très fort quand on se retrouve sous terre, puisque du coup on est coupé de beaucoup de stimulations sensorielles et ça permet aussi de se recentrer sur soi-même, de se recentrer sur les autres. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément quand on descend, mais plutôt quand on remonte. Puisque quand on remonte, on est frappé en pleine tête, si je puis dire, par toutes ces stimulations sensorielles et on se demande vraiment où on a atterri alors qu'on vient juste du sous-sol. Il y a des cataphiles qui viennent des quatre coins du monde. Déjà, avec l'ouverture d'Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles en ligne et qui permettent la pénétration dans cet environnement par des gens qui ne connaissent pas du tout. Et puis, il y a une certaine popularité de cet environnement singulier. Et puis aussi, avec Internet, on voit depuis plusieurs années le développement important de ce qu'on appelle l'urbex, l'urban exploration. Donc, il n'y a pas que les escargots qui viennent de loin. La différence, c'est que les escargots, pour venir de loin, ils en ont un peu bavé. Un cataphile ne se perd jamais vraiment. Il s'égare, mais ça dure jamais très longtemps. Ce qui est assez intéressant, et là je renvoie vers Robinson Crusoe, quand il vient dans le fond de sa grotte se réfugier, il y a quelque chose de très utérin dans cette recherche de soi, en quelque sorte, cette recherche du souterrain. C'est aussi peut-être une forme d'archéologie de l'âme et une archéologie de l'esprit. Après, évidemment, ça c'est un point de vue qui est très personnel et je sais que tout le monde ne le partage pas forcément. Sous Paris, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, car tout n'est pas forcément accessible, car on ne connaît pas encore tous les organismes souterrains. Mais je pense aussi que sous Paris, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur soi-même. Je suis l'un des fondateurs de l'association OCRA. J'en étais le premier président. Mon pseudo, que j'avais pris donc à 30 ans, Meator Lucernarius. C'est du latin, ça veut dire le voyageur qui porte une lampe. L'OCRA, c'est un rêve que nous avons eu il y a une trentaine d'années. C'était de pouvoir permettre aux cataphiles de défendre ce qui était leur paradis, en quelque sorte, c'est-à-dire les carrières souterraines, notamment les carrières souterraines de Paris. Mais pas que, ça peut être aussi d'autres carrières. Il se trouve que depuis l'an 2000, donc depuis 20 ans, grâce à la mairie d'Ivry-sur-Seine, on s'occupe d'une carrière, on l'aménage, on fait des travaux dedans pour pouvoir la faire visiter au public et pour dégager des éléments patrimoniaux qui s'y trouvent. Ouais, tu vois, 1,40 m. Tu vois, c'est ce qu'on avait dit, on n'était pas trop mal. Maximum. Je vais rapprocher un peu, mais on est bien. Non, mais c'est bon, c'est un peu plus. Qu'est-ce que c'est qu'un cataphile ? C'est comme un humain, il y a 10% de gens qui sont super bons, 10% de crétins finis, et puis 80% qui balancent entre l'un et l'autre. Ce qui est intéressant dans le milieu cataphile, c'est qu'on peut y rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans la vie courante. J'ai croisé des gens qui étaient sans domicile fixe, et ils étaient des princes en carrière. Parce qu'ils connaissaient
le lieu. Donc, si tu connais le lieu sans regarder un plan, t'es un prince. Et donc, il descendait beaucoup parce que c'est une manière de se faire nourrir. Et c'était des princes, alors que dans la rue, c'était rien. Voilà, c'est aussi cette magie-là. Et en plus, c'est interdit. Alors là, on a le droit d'être ici, hein, la mairie d'Ivry nous donne l'autorisation. Mais dans le 14e, on n'a pas le droit. Et donc, il y a ce petit côté de l'interdit on est des clandestins. Depuis, je sais pas, depuis le néolithique, et les hommes sont fascinés par les grottes. Ils allaient y mettre des petits dessins, même leurs mains. Aujourd'hui, il y en a qui mettent leurs tags, c'est pareil, c'est comme leurs mains. Qu'est-ce qui attire les humains? J'en sais rien. Peut-être que si je le savais, je descendrais plus, je sais pas. Je sais que il y a 30 ans, quand je descendais beaucoup, une descente, c'était comme une semaine de vacances. Il m'arrivait, après une bonne balade dans la nuit, quand je me réveillais, j'avais vu la Vierge, quoi. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans l'air. Je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est beau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'embêtent avec des pelles, des brouettes, des pioches pour essayer d'aménager, pour le montrer aux autres. Au début, dans le Creil, il n'y avait pas de filles. Mais c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les carrières. Et petit à petit, on a vu des super nanas. Elles sont bien, les cataphiles. Effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui descendent sous terre, que ce soit dans les milieux GRS ou même en carrière autre qu'à Paris. Et de plus en plus de femmes qui descendent seules aussi. Et donc du coup, c'est quelque chose qui, je pense, est très positif, puisque ne devrait pas y avoir de différence entre une femme ou un homme sous terre. Parce que sous terre, on est globalement tous égaux, on se pose pas 10 000 questions, il y a beaucoup moins de séparation. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, qu'on investisse aussi les souterrains, voilà, que les femmes puissent investir les souterrains. C'est important de sensibiliser le public au monde souterrain parce que c'est un monde qu'on oublie souvent. Tout simplement parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il est invisible, parce que pour y aller, il faut une lampe et il faut souvent des plans. Et du coup, on ne se rend pas compte de toute la richesse, qu'elle soit humaine, qu'elle soit historique. Et au niveau de la biodiversité aussi, c'est quelque chose qui est très riche comme milieu. Donc oui, c'est important de sensibiliser le public, de lui rappeler qu'il y a autre chose que juste la surface, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sous nos pieds. Alors le CRA a participé depuis sa création à plusieurs actions pour la sauvegarde de carrières souterraines. Et actuellement, on essaye de défendre à Meudon les carrières de la colline de Redun. Alors personne ne protège ce patrimoine. On pourrait penser que l'inspection générale des carrières est là pour ça. Mais non, l'inspection générale des carrières, elle est là pour protéger la surface. Et c'est pour ça qu'elle a fait, depuis 1777, des confortations. Mais c'est pas pour rendre les carrières plus jolies, c'est pour conforter la surface. Donc bien entendu, les gens de l'inspection générale des carrières savent que c'est un patrimoine. Mais ils ont des ordres, c'est pas eux qui décident. L'inspection générale des carrières, c'est une sous-direction de la voirie. C'est pas... Donc s'il n'y a pas des gens passionnés qui veulent défendre ces souterrains-là, ça disparaîtra. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une relève. Pour parler des jeunes, quand je vois la pêche qu'ils ont, je rajeunis de 30 ans. Je me souviens que moi aussi, j'avais cette pêche-là. Et quand je vois tout ce qu'on a pu faire depuis 30 ans, je me dis qu'eux, ils vont continuer à faire aussi bien, peut-être mieux.
Et donc, bon, il y a de l'espoir quand même pour les carrières souterraines.